Maxime Pérez, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Boker Tov, merci d'être avec nous ce matin pour essayer de comprendre, de décrypter un peu cet attentat qui s'est produit vendredi donc près de la porte de Damas et qui a coûté la vie à une soldate, la sergente Hadas Malka d'Ashdod, qui avait 23 ans et qui était commandante dans une unité des gardes frontières. On a bien entendu le souvenir d'un autre attentat de ce type qui, en février 2016, avait coûté la vie à Hadar Cohen, une autre combattante des forces des gardes frontières. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler d'actualité, ces combattantes, peut-être que l'on n'en parle pas suffisamment, mais peut-être qu'il faudrait leur rendre un hommage appuyé parce que finalement elles sont au front lorsqu'elles patrouillent dans la vieille ville de Jérusalem, ou en particulier devant la porte de Damas, qui est on va dire un haut lieu des attentats depuis le début de l'intifada des couteaux. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ces combattantes en particulier ? Oui, c'est vrai que quand on parle de combattantes, on fait souvent référence aux femmes qui servent dans l'armée israélienne, à ces jeunes femmes affectées parfois à des unités combattantes ou tout simplement formatrices pour des jeunes officiers qui plus tard commanderont des tanks ou piloteront des avions. Mais il y a aussi ces autres femmes qui servent dans ce corps de la police israélienne qui est Magav, les gardes frontières, et elles sont assez rapidement déployées sur le front. Et le front principal, quand on est un garde-frontière, c'est soit ces checkpoints Judée-Samarie à l'entrée de secteurs palestiniens, ou alors la vieille ville de Jérusalem le plus souvent, et notamment cette porte de Damas redoutable, extrêmement dangereuse, qui a déjà coûté la vie à de très nombreux Israéliens depuis le déclenchement de ce qu'on appelle communément l'intifada des couteaux. Alors justement, pourquoi cet endroit est-il presque systématiquement ciblé par les terroristes, qu'ils soient des terroristes organisés ou qu'ils soient des terroristes, on va dire, gonflés de problèmes psychologiques, qui veulent d'une certaine manière se venger ou venger leur situation problématique, et qui se jettent sur des soldats ou des soldates, donc des gardes-frontières. Pourquoi la porte de Damas en particulier ? Parce que la porte de Damas est un point d'accès au lieu saint de Jérusalem, à la vieille ville, que depuis cette porte de Damas, on peut tout aussi bien accéder à l'esplanade des mosquées, le mont du Temple, où se trouve la mosquée Al-Aqsa pour les musulmans notamment. Ils s'y rendent nombreux le vendredi, mais pas seulement. Assez fréquemment, il y a évidemment des prières. Et puis évidemment, pour les juifs, c'est également un lieu de passage pour arriver vers le mur oriental. Il y a beaucoup de jeunes religieux qui y passent, et donc naturellement un point de friction, un point où se croisent des fidèles juifs et des fidèles musulmans. Il y a aussi parmi ces fidèles musulmans des jeunes. Parfois, ils arrivent justement de ces villes palestiniennes en Judée-Samarie, en Cisjordanie, et avec les intentions que l'on sait, il y a eu des dizaines d'attaques dans ce secteur, malgré une présence massive 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la fois de policiers israéliens et de gardes-frontières. Alors, on a eu le sentiment, peut-être que c'était un sentiment erroné, que depuis le début du Ramadan, alors que le Ramadan était considéré comme une période à haut risque, depuis le début du Ramadan, les choses ne se passaient pas trop mal. Ça fait près de 3 semaines, plus de 3 semaines que le Ramadan a débuté, et finalement, on n'a pas remarqué jusqu'à présent de véritables tensions, ni même de véritables attentats commis contre les forces de sécurité ou contre des civils israéliens. On avait le sentiment que les forces de sécurité avait réussi à trouver le juste équilibre pour maintenir, on va dire, une forme une enveloppe de sécurité dans Jérusalem en particulier, avec les prières du vendredi sur le mont du Temple, et tout en permettant, comme on l'a annoncé, permettant aux Palestiniens de Judée et de Samarie de circuler assez librement, d'aller rendre visite à leurs familles à l'intérieur du territoire israélien. Plus de 250 000 autorisations avaient été fournies par le gouvernement israélien, par la sécurité intérieure. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ? Écoutez, d'abord, la grande crainte des autorités israéliennes au début de ce ramadan, de ce mois de jeûne pour les musulmans, c'était cette grève de la faim qui avait entamé sous la houlette de Marwan Barghouti des milliers de détenus palestiniens dans toutes les prisons du pays. Et cette crise qui a duré plusieurs semaines a été résolue grâce à des négociations juste avant le commencement de ce jeûne, ce qui a considérablement fait tomber
les tensions parce qu'on redoutait à l'époque des mouvements de solidarité, des manifestations et des violences menées par les Palestiniens dans les villes palestiniennes de Judée-Samarie, de Cisjordanie, mais également autour de la vieille ville de Jérusalem et dans les quartiers qui sont également fréquemment des points de friction. Donc la tension est retombée assez naturellement. Les Palestiniens en quelque sorte ont été privés d'alibi, mais vous le savez, il suffit d'appel à la prière. Il y a régulièrement ces messages d'incitation à la violence qui tournent dans les réseaux sociaux, alimentés évidemment par des organisations comme le Hamas, comme le djihad islamique, et y compris parfois par le Fatah de Mahmoud Abbas. Et ces messages de violence finissent par avoir de l'impact sur des jeunes. Vous savez, on laisse entendre que les Juifs sont sur le point de pénétrer dans l'esplanade, dans le mont du Temple, de spolier ce lieu, et tout ça suffit parfois pour déclencher des actes de violence, même si toutes ces affirmations sont parfois évidemment fabriquées. En tout cas, c'est comme ça que souvent des éruptions de violence éclatent et que des jeunes Palestiniens, de manière très spontanée, très soudaine, décident de passer à l'acte avec un couteau, avec une arme automatique, comme c'était le cas vendredi soir. Il y a quelques jours, le Premier ministre palestinien Rami Hamdallah avait affirmé que les Israéliens avaient réussi à éviter une troisième intifada au début, on va dire, de l'intifada des couteaux, en réussissant justement donc à ne pas tomber, on va dire, dans une forme de punition collective, et en réussissant à trouver cet équilibre. Est-ce que vous croyez que l'on peut maintenir cet équilibre? D'abord, est-ce que vous pensez que cette affirmation de Rami Abdallah est exacte, et est-ce que véritablement vous pensez qu'on peut maintenir cet équilibre même à long terme? C'est vrai qu'on se rappelle qu'au moment de la seconde intifada, il y a eu des appels de certains ministres israéliens en personne qui ont appelé l'armée israélienne à opérer de la même manière qu'elle l'avait fait au moment de l'opération Rempart, au moment de la seconde intifada, en envoyant l'armée israélienne à l'intérieur des localités palestiniennes pour saisir des armes et notamment des couteaux. Mais c'est là que d'autres ministres et personnalités politiques israéliennes ont ironisé en disant qu'on ne pouvait évidemment pas aller lutter contre chaque couteau de cuisine qui se cachait dans des appartements palestiniens en Judée et Samarie. Il y a eu fréquemment, c'est un effort continu depuis des années, des opérations ponctuelles d'arrestation qui se déroulent quasiment chaque soir dans différents points de Cisjordanie, qui ont permis de démanteler des cellules terroristes, qui ont permis parfois de déjouer in extremis des attentats suicides qui auraient fait beaucoup de victimes en Israël. Et précisément, ce sont ces ce sont ces arrestations et ces opérations qui ont probablement permis d'éviter le pire, qui ont probablement permis de basculer dans cette fameuse troisième intifada qu'on agite un petit peu comme un chiffon rouge depuis presque une dizaine d'années, à la fois côté palestinien et côté israélien, parce qu'évidemment, il n'y a pour l'instant pas de processus politique en marche, pas de négociation, et évidemment, face à ce vide politique, diplomatique, eh bien, les organisations terroristes radicales, notamment le Hamas, eh bien, on profite pour inciter la population à se soulever, parce que ce chaos, il profite évidemment aux islamistes qui rêvent de prendre la place de Mahmoud Abbas en Cisjordanie. Alors, on a même parlé au cours des derniers jours d'une certaine capacité des services de renseignement israéliens de prévenir, c'est-à-dire de découvrir ou de repérer les terroristes qui seraient susceptibles de commettre ce type d'attentat, alors que même, par exemple, même si ce ne sont pas des idéologues, même si ce ne sont pas obligatoirement des gens qui sont affiliés ou membres de mouvements terroristes comme le Hamas, ou même qui sont affiliés au Fatah, est-ce que véritablement, sur un plan, on va dire, presque psychologique, les Israéliens, les services de renseignement, à travers, en se promenant sur les réseaux sociaux qui sont, on va dire, le terroir de ces jeunes terroristes, sont capables de déceler des terroristes qui potentiellement peuvent être des responsables de tels attentats? Oui, bien sûr. La police israélienne, notamment, a mis
mis au point des logiciels, des algorithmes extrêmement sophistiqués avec l'aide des renseignements qui permettent d'identifier des profils suspects sur les réseaux sociaux. On pense notamment à Facebook et Twitter. Parfois, l'utilisation de simples mots-clés permet de déclencher l'alerte, comme une alerte que vous pouvez recevoir sur votre téléphone portable quand un attentat a lieu en Israël. Et bien là, ça fonctionne de la même façon au sein de la police israélienne. Et ces alertes-là, quand elles sont décelées, eh bien, elles permettent ensuite à l'armée israélienne, et cela s'est passé à maintes reprises ces derniers mois, d'aller frapper directement à la porte de suspects palestiniens, même quand ils sont jeunes, même quand il s'agit de très jeunes adolescents, pour leur dire, écoutez, messieurs, dames, regardez ce que votre fils est en train de faire sur les réseaux sociaux. Il prépare un attentat, il annonce sa volonté de vouloir tuer des Israéliens. Nous sommes malheureusement dans l'obligation de l'arrêter. Voilà comment ça se passe, voilà comment le travail de détection peut ensuite permettre à l'armée israélienne de procéder à des arrestations et d'empêcher des attentats. Mais malheureusement, malgré ces efforts-là, malgré cette prouesse technologique, eh bien, il y a des Palestiniens qui parviennent à passer entre les mailles du filet, parce qu'évidemment, il est quasiment impossible de détecter le moindre loup solitaire. Certains, évidemment, ont compris qu'il était préférable de ne pas forcément annoncer leurs intentions sur les réseaux sociaux et de passer directement à l'attaque de manière spontanée, parfois même en surprenant leurs proches et leurs amis. Il y a beaucoup de Palestiniens qui disent parfois, écoutez, mon cousin a mené un attentat, mais je ne m'y attendais absolument pas, ça n'était pas le profil, et pourtant il s'est rendu coupable d'attentats extrêmement graves. Enfin, c'est un travail extrêmement complexe, mais on peut dire que globalement, les services de sécurité israéliens sont parvenus à tuer dans l'œuf ce mouvement de l'intifada des couteaux, malgré des tentatives nombreuses qui continuent encore de se dérouler, comme on a pu le voir vendredi soir. Alors une dernière question, Maxime, est-ce que on a vu le Daesh, l'État islamique, revendiquer cet attentat? Est-ce que c'est une revendication sérieuse? Comment considérer cela? Est-ce que ça veut dire que Daesh est en train de former des terroristes à des attentats à l'intérieur du territoire israélien, ou bien c'est peut-être une occasion pour Daesh de remonter au créneau? C'est une allégation qui a été démentie, rejetée par les services de sécurité israéliens, le Shabak, et également l'armée israélienne qui dispose de services de renseignement. L'État islamique n'a pas de cellule à proprement parler à Jérusalem. Il n'a pas non plus ou même dans les territoires palestiniens, il n'a pas, en tout cas, aucun message d'allégeance à l'État islamique n'a été enregistré par les services de renseignement israéliens. Il n'y a pas de structure organisée, il n'y a pas de cellules, il n'y a pas d'armes du côté de l'État islamique, même si on sait que ce phénomène est parfois endogène, qu'il est viral et qu'en quelques minutes, il est possible de s'enregistrer devant une webcam et de prêter allégeance à cette organisation radicale djihadiste. Mais ça n'est pas le cas, ce qui ne veut pas dire que l'État islamique n'a pas pour ambition de s'implanter dans ces territoires palestiniens, dans les quartiers est de Jérusalem, mais cette revendication qui a été faite de manière très officielle vendredi soir par l'agence de l'État islamique, l'agence de presse officielle, peut laisser penser que cette organisation est à la détresse et qu'elle est prête à tout et qu'elle endosse n'importe quel type d'attaque terroriste pour montrer qu'elle est vivante, pour montrer que ce qui est en train de se passer en Syrie et en Irak avec les offensives à Mossoul et Raqqa ne détruit pas complètement, ne neutralise pas complètement ses capacités à attaquer dans n'importe quel point de la planète. Vous savez, ça fait partie de la stratégie de cette organisation terroriste. Eh bien, Maxime Pérez, merci de nous avoir éclairé sur cet attentat de vendredi et sur ses répercussions et ses développements. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous avoir aidé à décrypter cet attentat, et nous vous souhaitons une bonne journée. Shavua Tov. Merci Maxime Pérez. Un jingle et nous nous retrouvons dans quelques instants pour la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.